Nous connaissons tous Virginia Woolf pour ses romans Une chambre à soi ou Orlando, mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'elle a vécu une passion de plus de 18 ans avec une autre autrice, Vita Sackville-West. Vita Sackville-West, c'est donc une aristocrate qui est mariée à un diplomate, mais qui ne cache rien de son homosexualité, et d'ailleurs son mari Harold Nicholson est lui-même bisexuel et partisan d'un amour libre. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des relations plutôt peu conventionnelles pour l'époque. Et Virginia va se retrouver au milieu de tout ça. Les deux femmes vont donc entretenir une correspondance de plus de 18 ans, alors ça commence par une relation intellectuelle, ça se transforme en passion ardente et ensuite ça va petit à petit bifurquer vers une amitié indéfectible. Et évidemment, vous vous en doutez puisqu'il s'agit de deux autrices, ce qui va vraiment caractériser leur relation, c'est cette passion commune pour la littérature. Alors Virginia Woolf, de son nom de jeune fille Virginia Stephen, est née en 1882 à Londres. Elle vient d'une famille qui est aisée, cultivée, et donc elle va découvrir la littérature du monde entier de manière parfaitement autodidacte, mais malheureusement, la mort de sa mère puis de son père, alors qu'elle n'est qu'une adolescente, va la plonger dans la dépression. C'est un être qu'on va souvent caractériser de vulnérable, de réservé, et Virginia va se réfugier pleinement dans l'écriture, un peu comme une bouée de sauvetage. Quant à Victoria Mary Sackville-West, elle est née en 1892 dans le Kent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est l'exact opposé de Virginia. Elle se fait rapidement un nom au sein de l'aristocratie anglaise, connue pour son anticonformisme, elle est très exubérante et à la fois essayiste, romancière et poétesse. Son mari diplomate se révèle donc souvent absent et Victoria va compenser cette solitude grâce à l'écriture et quelques relations extra-conjugales. Les deux femmes vont se rencontrer pour la première fois en février 1923, alors que Virginia vient de connaître son premier très gros succès avec Mrs. Dalloway. Virginia va donc faire la rencontre de Vita durant un dîner de Bloomsbury, qui est un cercle intellectuel de Londres, et le coup de foudre est d'abord intellectuel avant d'être physique. Vita va exprimer son admiration sans réserve pour le travail de Virginia, et la joyeuse coïncidence dans l'histoire, c'est qu'à cette époque, Virginia possède une maison d'édition qui s'appelle Hogarth Press avec son mari, et elle va donc proposer à Vita de publier son prochain livre, son prochain roman. C'est donc le début d'une étroite collaboration intellectuelle, et bien plus que ça. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute leur correspondance dans un recueil publié initialement chez Stock et au livre de poche à présent. Et ce qui saute vraiment aux yeux à la lecture de cette relation épistolaire, c'est l'admiration de Vita pour le génie de Virginia. Quant à Virginia, elle va découvrir en Vita une femme libre, sûre d'elle, conquérante, qu'elle surnomme rapidement la petite mule Vita puisqu'elle est très têtue, et cette femme indomptable casse un peu sa mélancolie et va insuffler un air frais dans son quotidien. Virginia lui écrit « Il m'est arrivé de voir une petite boule bondissant et rebondissant sur le jet d'eau d'une fontaine. La fontaine c'est toi, la boule c'est moi. Tu es la seule personne à me donner ce genre de sensation. » En gros, c'est la version un peu plus lyrique de « Je te kiffe meuf ». Au fil des lettres, elles vont développer une passion et une affection mutuelle. Elles vont beaucoup échanger autour de la vie intellectuelle de l'époque, de leurs personnalités respectives. Et d'ailleurs, les femmes se montrent sous un jour nouveau par rapport à leur image publique, puisque Vita l'intrépide va livrer ses doutes d'écrivaine et sa quête de solitude, alors que Virginia la réservée se révèle plus facétieuse et attachante, loin de son image assez figée de reine de lettres anglaise un peu froide. Fin 1925, les deux femmes vont se rapprocher de plus en plus jusqu'à passer un long week-end seules ensemble à Longbarn, et c'est à ce moment-là que la sexualité va prendre une place un peu plus importante dans leur relation et qu'elles vont se découvrir amantes en plus d'amies. Mais Vita Sackville-West est à l'image de son couple et de sa réputation, c'est-à-dire qu'elle est assez imprévisible et anticonventionnelle. Elle est habituée à cet amour atypique qui est très transgressif pour l'époque, et elle va beaucoup voyager et accumuler aussi
beaucoup de conquêtes. Ça, c'est une situation que Virginia va avoir un peu de mal à contrôler puisque forcément elle va être un peu jalouse, même si elle a conscience que une femme comme Vita, on ne peut pas essayer de l'emprisonner, on ne peut pas essayer de la cloisonner dans un schéma matrimonial classique. Donc elle a quand même conscience qu'elle ne peut pas prendre la liberté de Vita, mais elle ne peut s'empêcher d'être jalouse, et d'ailleurs elle va très vite aussi comprendre que voilà, elle va perdre au fur et à mesure la place de number one dans le cœur de Vita, puisque celle-ci va enchaîner les conquêtes à l'étranger et va tomber amoureuse d'autres femmes. Mais on ne va pas s'en plaindre, puisque c'est suite à cette situation que Virginia va nous pondre l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, puisque pour canaliser ses sentiments et peut-être pour retrouver un peu du lien qui les unissait, Virginia Woolf se lance dans l'écriture d'Orlando. Si vous n'avez pas lu Orlando, le personnage principal est largement et directement inspiré de Vita. C'est une biographie imaginaire qui va nous raconter l'histoire d'un jeune aristocrate androgyne et réfractaire au mariage qui se réveille un jour en femme. Subversif dans sa forme et son contenu, ce roman est donc 100% à l'image de Vita, et pour Virginia c'est un peu le symbole de sa passion avec cette femme, mais aussi et probablement une manière d'exorciser ses sentiments douloureux et l'espoir de la reconquérir. Nigel Nicholson, le fils de Vita et qui sera aussi l'exécuteur littéraire des deux femmes, dira d'ailleurs « c'est la plus longue lettre d'amour de l'histoire ». L'histoire d'amour de Vita et de Virginia est assez représentative de leur époque, puisque malgré leur homosexualité assumée et affirmée, ça ne les empêche pas d'avoir une vie très rangée, d'être mariés, d'avoir des enfants, bref, de cocher toutes les cases du moins en apparence. C'était assez commun d'ailleurs pour les femmes lesbiennes de l'époque de mener cette double vie de femmes mariées et de femmes homosexuelles ou bisexuelles. Mais ce que je trouve très beau dans cette histoire entre Virginia et Vita, c'est la seconde histoire d'amour, celle qui se cache en arrière-plan et qui réunit Harold et Vita elle-même. Parce que malgré l'absence de l'un et les relations extra-conjugales des deux, ça ne les empêche pas de s'aimer pleinement jusqu'à la mort de Vita en 1962, et dans ce couple atypique anticonventionnel, vraiment les deux se protégeaient et s'aimaient mutuellement pour de vrai. Leur fils dira lui-même, c'est l'histoire de deux personnes qui se marièrent par amour et dont l'amour s'approfondit d'année en année malgré leur infidélité mutuelle constante et consentie. Tous deux aimèrent des gens de leur propre sexe, mais pas exclusivement. Non seulement leur mariage survécut à l'infidélité, à la compatibilité sexuelle et à de longues distances, mais il en devint en fin de compte plus fort et plus beau. Et en cette période de Saint-Valentin, je trouve que c'est aussi très sympa et très bénéfique de se rappeler qu'il y a plein de manières d'aimer quelqu'un, plein de manières d'être heureux, seul ou en couple, peu importe, trouvez votre équilibre à vous. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur la vie et l'œuvre en règle générale de ces deux femmes d'exception qui étaient à la fois brillantes et libres, je vous laisse plein de ressources et de livres en barre d'infos. Je vous laisse également en barre d'infos les deux précédentes vidéos que j'ai faites sur les couples dans la littérature pour découvrir plein d'histoires d'amour aussi flamboyantes que destructrices. Et croyez-moi, ça vaut le détour parce que certaines impliquent des couteaux, des armes à feu, donc vraiment c'est rocambolesque. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes en ce 14 février. À la prochaine.